Bonjour, bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est le haut-commissaire Patrice Faure. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation quelques jours seulement après le troisième et ultime référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Alors comment vous sentez-vous? Quel est votre sentiment 5 jours après? C'est plutôt le soulagement parce que tout s'est bien passé? Écoutez, on peut dire que tout s'est bien passé, mais c'est pas uniquement le fait du haut-commissaire, loin s'en faut. D'abord, c'est les équipes de l'ensemble des services de l'État, mais aussi de l'ensemble des élus, qu'ils soient indépendantistes ou loyalistes, mais aussi l'ensemble de la population qui a tenu à ce que ce scrutin référendaire puisse se dérouler dans de bonnes conditions, même si une partie de la population a appelé à ne pas s'y rendre. Mais le vrai juge de paix sur le bon déroulé de ces opérations reste à l'appréciation du seul président de la commission de contrôle, comme vous le savez, le chargé de la proclamation des résultats, qui est la seule autorité habilitée à se prononcer sur la sincérité du scrutin. Il n'a pas fait d'observation particulière. Francis Lamy a eu l'air de dire lui aussi que les choses s'étaient bien déroulées. Écoutez, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit, effectivement. Il avait apprécié la mobilisation des services de l'État, la mobilisation aussi de l'ensemble des mairies, des maires et de l'ensemble de celles et ceux qui ont fait de cette journée une journée apaisée. Une journée dans laquelle les gens se sont parfois retrouvés, il faut le dire, d'autres pas. En tout cas, les risques qui étaient annoncés, qui étaient redoutés, se sont avérés non réalisés, et c'est très bien. Alors, si on en vient au résultat lui-même, bon, vous le disiez, un scrutin un peu particulier avec cette non-participation, un non qui l'emporte à plus de 96%. Au-delà des chiffres bruts eux-mêmes, comment est-ce que il faut les interpréter, ces résultats? C'est vraiment, on ferme la page de l'accord de Nouméa, c'est une nouvelle page qui s'ouvre, on l'a beaucoup entendu dans les commentaires. C'est comme ça que vous le ressentez aussi? L'analyse du résultat suppose de dépasser une simple logique arithmétique, de mon point de vue. De ce qui a été annoncé, je ne vois pas de victoire parce qu'il n'y a ni gagnant ni perdant. Il y a un scrutin qui s'est passé qui vient compléter les deux précédents et avec les résultats qu'on connaît. Je vois la levée d'un doute, l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sera avec la France et l'avenir de la France sera avec la Nouvelle-Calédonie. Pour moi, c'est une des conclusions de ce scrutin, de ces 3 scrutins référendaires. Je vois une fierté pour la nation entière de pouvoir continuer d'appeler frères et sœurs les Calédoniennes et les Calédoniens. Je vois une ambition des populations multiples qui aspirent à poursuivre la construction du vivre ensemble. Je vois enfin le triomphe d'une certaine idée de l'universel, respectueuse de l'identité des communautés calédoniennes. Le destin de la Nouvelle-Calédonie est pour notre communauté nationale, et selon le vœu que le général de Gaulle a prononcé ici même en septembre 1966, d'être un exemple d'effort, de fraternité et de progrès. Beaucoup reste à faire, il faut en avoir conscience. L'ignorer nous conduirait à revivre l'histoire, parfois tourmentée, de ce beau territoire. La période qui s'ouvre sera complexe, elle sera faite de moments de tension, mais forte de moments de cohésion. Elle sera le reflet des efforts de chacun des auteurs de cette nouvelle page d'histoire qui s'ouvre aujourd'hui. Alors une nouvelle page, on l'a dit, mais tout de même, si on revient un petit peu en arrière, on le disait, ça s'est bien passé. Vous avez eu des appréhensions tout de même avant ce scrutin, étant donné le climat et puis étant donné surtout les enjeux. On l'a dit, ultime référendum de l'accord de Nouméa quand même. Écoutez, si je n'avais pas eu d'appréhension, si je n'avais pas craint certains faits, je n'aurais pas fait mon travail. J'ai été affecté ici avec une mission essentielle qui était de l'organisation de ce scrutin pour que l'ensemble de la population puisse s'y rendre en toute quiétude. Et force est de constater que ça a été le cas. Pour autant, sans verser dans l'excès de confiance, je n'étais pas inquiet car plusieurs signaux convergeaient dans le sens d'un scrutin apaisé. D'abord, comme vous l'avez vu, l'État a consenti des moyens exceptionnels pour une circonstance qui est également tout à fait exceptionnelle. Certains acteurs du dossier nous ont reproché une militarisation ou un bléissement du territoire. Il était cependant essentiel de rappeler que ce volume de force de sécurité avait été mesuré, dimensionné en fonction d'éléments qui ont évolué dans le temps. Puisque, comme vous le savez, à la fois les élus indépendantistes ont appelé au calme, à la sérénité, certes, à ne pas se rendre aux urnes. Pour autant, ils ont fait preuve de cohésion et en appelant à l'ensemble de leur population, en tout cas celles et ceux qui adhèrent à leur cause, à mesurer leurs actes et leurs propos, de façon à ce que tout se passe bien. Les loyalistes également ont mesuré notamment leurs propos, ce qui a conduit à renforcer cette idée d'apaisement, qui était évidemment encadrée par des forces de l'ordre, qu'ils soient de la gendarmerie, mais comme de la police, ou aussi des renforts
au niveau de la pénitentiaire. Et je veux aujourd'hui, devant vous, les remercier pour le travail qu'ils ont effectué et remercier également le sens des responsabilités de tous ceux qui ont plaidé la cause de la paix civile, bien évidemment. Ces importants rapports, donc, effectivement, ont été critiqués par certains. L'État les a assumés complètement. On s'aperçoit qu'avec le recul, finalement, ils n'ont pas été extrêmement sollicités. Il y a eu un calme absolu. C'était une mesure de précaution de prévoir large, ou c'était indispensable pour que justement contribuer à la sérénité du référendum? Il y a deux éléments dans votre question. C'est que d'abord, quand on prépare quelque chose d'essentiel comme ce scrutin-là, ici, dans cette terre calédonienne, qui a parfois été mouvementée à l'occasion des scrutins, eh bien, on se doit d'anticiper. L'anticipation conduit à ce que nous mettions en œuvre une logistique extrêmement importante, puisque, comme vous le savez, c'est un bateau complet de matériel neuf, en remplacement d'une partie et en renfort d'une autre, qui est venue ici pour les armées, pour la gendarmerie et pour la police. Deuxièmement, il y a eu des moyens qui ont été acheminés par voie aérienne. C'était des hélicoptères qui sont venus, qui ont été transportés par un Antonov, et des rotations qui ont permis la venue de gendarmes mobiles, de policiers, de magistrats, de personnel également de la pénitentiaire. Tout ça se planifie. Tout cela conduit à ce que nous passions des marchés. Donc inévitablement, quand on anticipe, eh bien on assume aussi le risque d'acheminer des forces qui peuvent, en tout cas facialement, paraître inutiles. Mais maintenant, la question est de savoir, c'est est-ce que si elles n'étaient pas venues, ce serait passé dans le même état d'esprit, dans la même quiétude? J'en suis pas sûr. Personne ne peut le dire aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que l'État, le gouvernement national, a choisi de faire un effort financier, un effort logistique, un effort humain. Il l'a fait, et ça a conduit à ce que la journée, le week-end et le lendemain du 12 se passe de manière tout à fait optimale, ce qui a été salué à la fois par le président de la commission de contrôle, M. Lamy, mais aussi par la délégation de l'ONU, ainsi que la délégation du FIP. Ces forces de l'ordre, elles vont repartir, elles vont pas rester éternellement en Nouvelle-Calédonie, on imagine. Il y a une partie du matériel qui va rester, c'était ce qui avait été annoncé avant. Oui, tout à fait. En fait, comme je l'ai dit, il y a du matériel qui est venu en remplacement, puisqu'en fait, on arrive à la fin d'un cycle, des matériels qui sont devenus obsolètes ou qui sont en panne et qui nécessitaient qu'on les remplace. Donc là, je salue également l'effort du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble de ses administrations, les directions générales de la gendarmerie et de la police, qui ont fait des efforts financiers très conséquents, de façon à ce que nous remplacions et nous mettions en place des matériels adaptés au terrain, adaptés aux besoins. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous avons mis également des matériels en renfort. C'est-à-dire que ceux-ci, en minorité, seront appelés, le moment venu, à être rapatriés en France ou ailleurs, outre-mer, de façon à ce qu'ils puissent remplir leur mission dans des conditions autres, mais en remplacement probablement de matériel dans d'autres départements, qu'ils soient outre-mer ou en métropole. En tout cas, une bonne partie du matériel a été remplacée, et vous en verrez une majorité rester sur le territoire. Maintenant que le référendum est passé, maintenant que il est terminé, qu'on connaît le résultat, il y a une question qu'on n'a pas eu l'occasion de vous poser auparavant. Il y a eu tout un débat sur le report ou non, le maintien du 12 décembre. C'est vous finalement qui avez annoncé le maintien de la date du 12 décembre, et vous êtes allé le faire à Poney-Riouin lors d'une visite communale. C'est un peu surpris pour le moment. Pourquoi ce choix? Pourquoi pas? Comme vous le savez, ma philosophie de travail est d'être transparent. Je considère que quand on est représentant de l'État, on doit être transparent. On doit une transparence d'abord aux élus, mais aussi à l'ensemble de la population. Je l'ai fait pour les renforts. Je suis allé voir l'ensemble des élus, je suis allé voir les coutumiers pour leur expliquer que les renforts allaient arriver. Je leur ai donné le volume, je leur ai donné le cadencement, je leur ai donné la nature également, de façon à ce que les gens ne soient pas surpris. Les choses se sont un peu décidées rapidement. J'ai appris le 11 novembre au matin que les autorités nationales décideraient dans la journée, donc dans la nuit du 11 au 12, pour la Nouvelle-Calédonie, du maintien ou non de la date de la consultation référendaire. J'ai proposé au maire de Poney-Riouin, où je souhaitais effectuer une visite de terrain, que j'allais me rendre chez lui et que ce jour-là, je devrais annoncer le maintien ou pas de ce référendum. Quand j'ai pris ce rendez-vous, je savais que je le faisais sciemment, parce que d'abord je voulais visiter cette commune, parce qu'il y a quelques sujets que nous sommes en train de traiter et nous allons bientôt apporter des réponses aux sollicitations de monsieur le maire, mais aussi je souhaitais
parce que je souhaitais assumer moi-même le fait d'annoncer le report ou le non-report de cette date, parce qu'il n'y a pas à le cacher, il n'y a pas à essayer de trouver un faux fuyant. Je l'ai dit droit dans les yeux aux membres du conseil municipal qui étaient présents, à monsieur le maire qui était là, et il l'a très bien compris. D'ailleurs, j'ai été admirablement bien reçu. Et pour tout vous dire, nous avons fait une longue réunion sur les problématiques de ce territoire, de cette commune, et puis nous avons continué à travailler et nous avons offert un repas également à l'ensemble des gens présents. Il y avait une représentante de la province du Nord et quelques élus municipaux, ainsi que évidemment monsieur le maire. Et je peux vous dire que j'ai passé un très bon moment avec eux, mais il va falloir que les gens s'y fassent. J'ai l'habitude d'assumer ce que je fais, et j'ai l'habitude aussi de dire ce que je fais et de faire ce que je dis. Alors vous, c'était votre premier référendum hein, pour les Calédoniens, c'était le 3e. Vous avez été surpris par certaines choses ou vous avez fait pour toute la mise en œuvre de cette organisation qui est quand même un peu longue avec un corps électoral spécial, avec des bureaux délocalisés, avec des procurations, etc. Vous avez dupliqué ce qui avait été fait avant ou il y avait des innovations pour ce 3e référendum? Oh, il n'y a pas eu de grande innovation, il y a eu des adaptations. Adaptations pourquoi? Parce que d'abord, je tiens à remercier l'ensemble de mes équipes autour de mon secrétaire général Rémi Bastille et de la secrétaire générale adjointe Karine Faro, en charge tous les deux de la mise en œuvre juridique et administrative de ce qu'a été ce 3e référendum. Alors évidemment, les équipes, pour partie, majeure partie, mais pour partie seulement quand même, avaient connu ou ont connu le premier et le second référendum. Ça, c'est le premier point. Donc bravo à ces équipes, et je le dis d'autant plus que elles ont souvent travaillé en effectif extrêmement réduit et dans un temps très contraint parce que, comme vous le savez, le Haut-Commissariat a été durement frappé par la crise du Covid, avec 2 décès qui malheureusement nous privent de 2 collègues, et puis des gens qui n'étaient pas vaccinés et qui l'ont été, et donc se sont mis un peu entre guillemets aux abris, et c'est tant mieux, le temps que elles aient la première et la deuxième injection. Donc je tiens vraiment à toutes et tous les remercier pour ce travail qui a été réalisé dans une ambiance d'abord exceptionnelle et puis avec une efficacité reconnue par toutes et tous. Deuxièmement, inévitablement, nous prenons acte de ce qui a bien ou pas assez marché lors des précédents référendums. Nous avons pris acte d'abord des recommandations de l'ONU, alors qui étaient en nombre extrêmement limité, hein, notamment il y avait un reproche qui nous était pas fait à nous, mais qui était que les élus s'étaient pas forcément totalement investis sur l'appropriation du sujet. Donc on a essayé, pour ça qu'on a été beaucoup plus présent auprès des élus pour les accompagner, parce que peut-être aussi que certains n'avaient pas vu que le territoire est grand, et donc c'est pas facile non plus pour les élus de se déplacer. Donc nous avons, en tout cas c'est ce que j'ai souhaité, et nous l'avons fait, que l'ensemble des membres du corps préfectoral, l'ensemble des commissaires délégués et moi-même, nous sommes rendus au plus près des élus, des équipes municipales, avec les forces de l'ordre, avec aussi le plus souvent les équipes de campagne, de façon à ce que tout soit traité dans le fond et dans la forme et dans le moindre détail, afin que personne ne puisse oublier ou ne pas savoir ce qui allait être mis en œuvre. Avec ma petite touche personnelle, c'était par exemple une bulle de quiétude entre guillemets devant chacun des bureaux de vote, avec parfois du filtrage, avec parfois l'interdiction de circuler devant, ou réduction du flux de véhicules, ou des arrêtés préfectoraux, des arrêtés municipaux pour l'interdiction de stationnement, etc. De façon à ce que les reproches qui ont été faits, qui ne sont pas tous infondés, bien s'en faut, ne le soit pas ce 3e référendum. C'est notre devoir que de le faire, et nous l'avons fait. Je pense que, en toute honnêteté et simplicité, je pense qu'avec les équipes municipales, avec l'ensemble des forces de l'ordre, nous l'avons bien fait. Et il y avait en plus les contraintes de la crise sanitaire, mais là aussi c'est un protocole qui avait déjà été mis en place en métropole. Là vous avez, j'imagine, dupliqué également ce qui existait pour la précaution sanitaire. Oui, alors, autant peut-être que certains ici sur le territoire ont découvert ces protocoles, même si malheureusement, ou en tout cas la crise nous a frappés depuis le 6 septembre, mais il est vrai qu'une bonne partie de mes équipes étaient rompues à ce genre d'exercice, puisque nous l'avions vécu en métropole avec l'organisation des élections municipales, élections départementales et régionales, dans une crise Covid avec un taux d'incidence qui était bien supérieur à celui que nous avions le week-end dernier. Et donc nous avons pourtant pris un soin exceptionnel de faire en sorte que d'abord les mairies s'approprient cette dynamique, cette problématique, mais aussi l'ensemble des gestes barrières, etc., de façon à ce que aucune personne ne prenne un risque, à la fois ceux qui viennent voter, tout comme celles et ceux qui ont admirablement organisé ce référendum dans les mairies comme dans les services publics autres, notamment la police, la gendarmerie.
Et l'une des particularités de ces référendums, c'est la présence de délégués de la commission de contrôle, 252 au total. Ça s'est bien passé, parce que on a l'impression là encore que aucun incident pratiquement n'a été reporté. On a parlé de petits barrages à l'île des Pins, mais globalement, ces délégués de la commission de contrôle ont fait leur travail et n'ont pas eu de recommandations, d'observations particulières à faire. L'accompagnement des délégués de la commission a été à la hauteur de leur sens de l'engagement, sachant que tous se sont portés volontaires pour incarner la garantie de la sincérité d'un scrutin organisé à presque 20 000 km de leur foyer et de leurs proches, mais aussi de leurs administrations respectives. Plus d'un tiers d'entre eux avaient déjà conduit une mission en cours de l'une ou l'autre des deux consultations. Néanmoins, chacune de s'est déroulée dans un contexte particulier, comme vous le savez. Tous les délégués, sans exception, ont suivi un module leur présentant le territoire, leur rappelant le cadre de leur responsabilité à l'enceinte d'un bureau de vote et les enjeux du scrutin. Ils ont également été initiés au sens du chemin coutumier kanak. On ne vient pas en Nouvelle-Calédonie, on ne foule pas le sol d'une terre coutumière comme on arpente une rue d'un centre-ville métropolitain. L'apprentissage donc s'est fait selon un principe de respect et de bonne appréciation et de bonne appréhension des spécificités culturelles du territoire. Ils étaient tous très satisfaits. Alors, on a eu évidemment le cyclone qui n'était pas prévu, puisque en fait l'ensemble de la délégation devait partir le lundi soir ou le mardi. Tout ceci a été décalé. Alors évidemment, avec l'ensemble des hôtels que nous avions réquisitionnés, nous avons dû un peu jongler. Et donc, grâce à l'appui et au soutien des forces armées en Nouvelle-Calédonie, nous avons pu distribuer des rations. Alors ça a rappelé des bons souvenirs à certains et ça a permis d'en découvrir d'autres pour les plus jeunes. Écoutez, c'est un épisode dont ils se souviendront, mais ils sont tous partis ravis et je suis allé les accompagner à l'aéroport. Et je peux vous dire que nous avions plutôt un sens de la reconnaissance de ce que les gens ont vu et apprécié. Et je le dis aussi et surtout aux maires et à leurs équipes. L'ensemble des délégués étaient extrêmement satisfaits et touchés par l'attention qui leur a été faite le plus souvent. Mais aussi, ils ont été un peu surpris de cette horlogerie qui avait mise en place en termes d'organisation, qui leur a permis, notamment pour eux, de ne pas avoir de difficultés avec une équipe logistique qui pourtant était la plus restreinte. Et je salue également cette équipe logistique placée sous mon autorité. Alors, vous nous disiez que vous avez fait le tour un peu d'un certain nombre de bureaux avant le scrutin. Le jour même du vote, le 12 décembre, vous vous êtes également rendu sur place, voir un peu dans certains bureaux de vote comment ça fonctionnait. Vous vouliez sentir les choses, vous vouliez être sur le terrain ? Écoutez, le rôle d'un haut-commissaire, le rôle d'un préfet, c'est d'être avant tout auprès des élus. Donc mon rôle, c'est pas forcément d'être enfermé dans mon bureau, c'est souvent le cas, mais j'essaie d'être le plus souvent sur le terrain. Et pour se rendre de la réalité et au plus près de celles et ceux qui font le territoire, eh bien je me suis rendu effectivement dans de nombreux bureaux de vote pour voir d'abord si les engagements que j'avais pris étaient tenus. C'était le cas en termes de force de l'ordre, en termes de dispositifs de sécurité, de sécurisation. Et l'application aussi des arrêtés préfectoraux que j'ai pris. Force était de constater que l'ambiance était extrêmement bonne, que les gens se tenaient bien, qu'ils soient indépendantistes ou loyalistes. Les gens étaient plutôt très rassurés. Je peux vous le dire et je veux en témoigner et je veux à nouveau les remercier. Alors, originalité aussi de ce troisième référendum, le ministre des Outre-mer était présent sur le territoire pendant le scrutin, même s'il était en isolement pour des raisons sanitaires. C'est, entre guillemets, une contrainte de plus pour le haut-commissaire de devoir accueillir le ministre pendant un référendum comme celui-là. Recevoir un ministre, c'est jamais une contrainte. D'abord, c'est un devoir. Et puis c'est notre travail. J'avais mis des guillemets. Non, mais je vous le dis, c'est jamais une contrainte, quelle qu'il soit. Pour moi, il n'y a pas de sujet. Le ministre, évidemment, d'abord, c'était une situation particulière, puisque à la fois, il venait pour une période assez courte, pour le référendum. En même temps, il tenait à respecter la septaine, avec en plus un test Covid tous les matins, de façon à ce qu'il soit certain de ne pas être porteur du virus. Et deuxièmement, un ministre, il est là pour faire de la politique, ce qui est tout à fait normal. Et puis le haut-commissaire, il est là pour assurer la sérénité, la sécurité, la quiétude du territoire, de façon à ce que tout se déroule bien. Évidemment, le ministre s'est intéressé de près à la gestion de l'ordre public. Nous avions mis en place un report des différentes salles de crise qui existaient au sein de la police, au sein de la gendarmerie, au sein du haut-commissariat. Nous avions mis donc un report qui lui permettait de suivre en direct et d'avoir un point
toutes les 3 heures de ce qui se passait sur le terrain, y compris avec des éléments filmés, photographiques, etc., pour témoigner de la réalité de ce qu'étaient les événements, s'il y en avait. Et il m'a paru plutôt très très satisfait. Le ministre a beaucoup travaillé, a eu beaucoup de contacts informels, puisque en fait le référendum est une chose, l'accompagnement politique, l'anticipation sur la phase d'après en est une autre. Et je peux vous dire qu'il n'a pas failli. Il a beaucoup travaillé sur ces éléments avec l'ensemble de celles et ceux qui sont sur le terrain. Alors, c'était beaucoup du off. Il s'agit de travailler, d'anticiper et de préparer la phase d'après avec certains éléments essentiels que vous connaissez, puisque nous sommes reliés dans la presse, c'est-à-dire un accord de principe, mais bien dit que la phase institutionnelle se traiterait après l'élection présidentielle et donc après la nomination de nouveaux gouvernements, mais aussi l'affirmation qu'il y avait des dossiers urgents, qui étaient les finances du pays, mais qui étaient aussi la crise sanitaire, on peut en reparler si vous le souhaitez, ou encore le nickel dans sa globalité, avec quelques risques qui se sont fait jour et que nous souhaitons anticiper et traiter pour ne pas avoir à les subir. Ça va être votre feuille de route, ça, c'est ces trois gros dossiers, ces 3 préalables, comme les a appelés Sébastien Lecornu, c'est vous allez devoir le suivre avec les élus de Nouvelle-Calédonie? Bien évidemment, d'abord, sachez qu'on le suit au quotidien et je peux vous dire que des réunions, on en fait. Il s'agit d'avancer, il s'agit de préparer, d'anticiper, toujours pour ne pas subir. Mais je reviens aussi, en fait, à ces 3 thématiques. On a vu, en tout cas le ministre a constaté en live, entre guillemets, en même temps que moi, émerger sur la toile quelques menaces, quelques messages racistes. Et donc, le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a souhaité que je fasse un article 40, de façon à ce que nous dénoncions cette pratique qui ne s'est pas développée, mais qui a fait irruption dans ce débat avec des éléments qui sont datés, puisque les images datent de 2019, mais les faire émerger aujourd'hui, au lendemain du référendum, c'est la preuve d'une forme d'inintelligence, d'agressivité gratuite et inutile. Et donc le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, a souhaité réagir tout de suite. Et c'est pourquoi il m'a demandé de faire un article 40 auprès de monsieur le procureur, de façon à ce que nous puissions faire jour de qui était derrière ces images, ces propos qui n'ont rien à faire ici. Je sens, puisque vous parlez de ce sujet, le soir même des résultats, est-ce que vous avez craint des débordements d'un côté ou de l'autre, étant donné les résultats qui étaient un peu atypiques quand même? Ça a été calme là aussi, mais est-ce que vous aviez anticipé là aussi des réactions de part et d'autre? Alors, les réactions que nous anticipions, que nous craignions, étaient en fait des actions individuelles. Parce que force est de constater, et je n'en suis pas surpris, c'est que ici, les gens agissent et répondent à des mots d'ordre. Le mot d'ordre du camp indépendantiste était la libre circulation, la paix, la sérénité, même s'ils appelaient à ne pas participer. Et donc pour nous, nous savions que nous pouvions leur faire confiance sur ce sujet-là et que nous n'avions rien à craindre. Pour autant, d'un côté comme de l'autre, il était envisagé ou envisageable que des actions isolées puissent se faire jour. Ce qui, évidemment, pour nous, était une crainte, parce que sur un fait isolé qui peut déborder, qui peut mal se passer, bien évidemment, peuvent s'agréger d'autres personnes qui n'avaient pas prévu de le faire, mais qui pour autant viennent sur un incident, créer un surincident et du coup créer un événement. Parce qu'il n'y a pas eu de triomphalisme non plus, il n'y a pas eu de débordement de joie à l'issue du résultat. Ça a été extrêmement calme, ça peut-être un peu surprenant. C'est une forme de respect. Et je veux saluer toutes celles et ceux qui sont à l'origine de cette absence de triomphalisme. Je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. C'est un 3e référendum qui s'est tenu après 2 autres. Il faut en tirer les messages en creux et en relief, de façon à ce que justement nous puissions avancer et regarder l'avenir. Justement, l'avenir, donc ces 3 fameux grands dossiers, le premier peut-être, vous me direz dans quel ordre vous voulez les prendre, mais la question des finances publiques locales, est quand même extrêmement délicat. Il vous concerne directement également. Vous en êtes où? Vous préparez à préparer le budget 2022 de la Calédonie, comme vous avez arrêté le budget 2021, ou les choses n'en sont pas encore là? Les choses n'en sont pas encore là, loin s'en faut. Nous travaillons avec le gouvernement de monsieur Mapou et l'ensemble de ses services et les miens, de façon à accompagner le mouvement, de façon à ce que nous n'ayons pas, nous, État, à nous substituer au pays. Ce serait pas une façon de faire. Mais si nous devions le faire, nous le ferions. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'accompagnement avec la Chambre territoriale des comptes, donc je salue le travail qui sera rendu en début d'année, de façon à ce que nous puissions avoir des éléments objectivés de ce que sont les dettes, de ce que sont les déficits, du RUAM, de la CAFAT, etc., de façon à ce que
le gouvernement puisse prendre les mesures qui s'imposent aujourd'hui à tous et à toutes. En Calédonie, on ne peut pas vivre avec des déficits extrêmement importants qui se sont construits au fil des années, et donc il faut apporter à la fois des mesures immédiates. C'est pour ça que le Parlement a accordé un prêt, en tout cas une garantie de prêt jusqu'à 210 millions d'euros, 25 milliards de francs à peu près. Pour autant, possiblement, et ça on le saura en début d'année, l'effort structurel sera de même nature ou du même montant, à peu près 25 milliards. C'est-à-dire que à la fois le gouvernement de M. Mapou pourrait apurer les dettes et les déficits pour un montant de 25 milliards à partir d'un prêt. Mais en même temps, vous comprenez bien qu'il s'agit de faire en sorte que ces 25 milliards de déficit ne se reproduisent pas l'année suivante. Et donc, il faut apporter des réponses de fond à des problématiques structurelles qui conduisent à ces déficits. C'est pas à moi à y répondre. C'est au gouvernement, bien évidemment, et avec, je l'espère, l'appui du Congrès, parce que c'est lui qui votera les textes qui permettront au gouvernement de mener sa politique. Donc des réformes fiscales qui paraissent indispensables et inéluctables en cette veille 2022. Quoi. C'est les réformes fiscales, c'est la rationalisation de l'ensemble des services. Enfin bon, c'est ce qui est fait ailleurs. Il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas ici. Mais je fais confiance à l'ensemble des parties prenantes, qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition du gouvernement de M. Mapou, pour faire en sorte que nous dépassions cette difficulté qui aujourd'hui est ponctuelle, mais qui pourrait être structurelle et de long terme si on n'y apportait pas les réponses rapidement. Alors, autre gros dossier, le dossier nickel, c'est là aussi une priorité. Le ministre a pointé du doigt à plusieurs reprises KNS avec le risque de Glencore, enfin d'un retrait de Glencore. C'est vraiment le souci, le plus gros souci aujourd'hui dans le dossier nickel, où la SLN n'est pas non plus en très bonne forme. Sur quoi est-ce que vous allez polariser vos efforts dans un premier temps ? Sur le nickel. Dans son ensemble, là. Mais oui, parce qu'en fait, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas vrai forcément demain. En décembre dernier, c'était l'usine du Sud. On voit bien qu'aujourd'hui, KNS, donc l'actionnaire KNS a donné un objectif de productivité, ce qui est normal dans une entreprise, c'est-à-dire que, et bien évidemment, on donne un objectif, pour autant, en général, l'objectif il est annuel, il n'est pas semestriel, donc évidemment, ça a attiré l'attention de monsieur le ministre des Outre-mer, mais comme il l'a dit, s'il y a un problème, nous serons là pour l'usine du Nord, comme nous avons toujours été là. Pour autant, être là, ça veut dire aussi accompagner et ne pas subir, tout comme pour la SLN, qui également connaît des difficultés, alors même que, je le rappelle quand même, cela mérite d'être dit, c'est que ces deux entreprises, ces belles entreprises qui sont les pourvoyeuses de nombreux emplois, sont aujourd'hui des acteurs majeurs du nickel dans le monde, avec un cours du LME qui n'a quasiment jamais été aussi haut. Et donc il y a probablement un traitement de fond, mais global, à apporter pour que le nickel calédonien puisse trouver une équation économique qui lui permette d'être pas aussi fragilisant pour l'emploi qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ce, dans une durée, et non pas dans un contexte de quelques mois ou de quelques semaines. En recherchant une stratégie globale, comme on l'a souvent dit, et comme on la recherche depuis quelques années, sans l'avoir encore trouvée ou arrêtée. Oui, mais moi je me veux confiant, parce que à force de discuter avec eux, et je n'y suis pour rien, en tout cas, on travaille beaucoup avec eux, en totale transparence. Alors on n'est parfois pas d'accord avec tout, mais pour autant on avance. Je constate que l'ensemble des acteurs du nickel du territoire, aujourd'hui, se parlent. Aujourd'hui, veulent mettre en place une stratégie, donc je pense que nous sommes sur la bonne voie. Alors le troisième préalable soulevé par le ministre, c'est la crise sanitaire, avec là peut-être des petites inquiétudes, parce que on a l'impression que ça va bien, vous le disiez, un taux d'incidence très bas, un taux de vaccination tout à fait correct. Et c'est bien ce qui me fait peur. Il te dit qu'il faut craindre une seconde vague. Mais il a raison. Oui. Il a raison. Écoutez, il n'y a pas de raison que en métropole, en Europe et dans le monde, tous ces pays subissent une deuxième, une troisième, une quatrième et maintenant une cinquième vague, et que nous en soyons épargnés. Quand je suis arrivé, rappelez-vous-en, j'ai dit, il ne s'agit pas de savoir si le virus va rentrer, il s'agit de savoir quand. Alors, c'est pas moi qui l'ai amené, heureusement, mais pour autant, il est arrivé. Donc là, il est certain que nous aurons une deuxième vague. Il n'y a aucune raison que nous y échappons. C'est pas possible. En même temps, nous devons nous mobiliser pour ça. Et donc, je salue les travaux de la DAS, à tête de laquelle se trouve Madame Mitillon, mais aussi de la DGSCGR, à tête de laquelle se trouve le colonel Martileccia, qui ont fait un travail sous l'égide du gouvernement important ces derniers mois, cette dernière année complète,
pour faire en sorte que les mesures sanitaires, de prévention, de traitement, sur le fond et sur la forme, permettent à ce beau territoire, certes, d'avoir été fortement impacté avec de nombreux morts dans les premières semaines. Pour autant, aujourd'hui, nous avons connu une descente régulière, mais sans arrêt, sans discontinuité, jusqu'à un taux d'incidence qui est autour de 30 aujourd'hui, qui est sûrement le plus bas de France. En même temps, il vous a pas échappé que beaucoup de nos concitoyens partent en métropole ou ailleurs, profitent pour aller voir la famille, et ils ont bien raison. Et en même temps, ils vont arriver dans un territoire qui connaît des taux d'incidence qui sont élevés, avec un nouveau variant, le Omicron, qui est plus volatile, a priori pas plus dangereux, mais plus volatile, et donc qui potentiellement peut toucher l'un ou l'autre. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a un test PCR de moins de 24 heures à faire avant de partir, c'est vrai. En même temps, vous pouvez avoir un résultat négatif en partant et devenir positif 3 jours après votre arrivée. Surtout qu'il n'y a pratiquement plus de dispositifs de septaine. Aujourd'hui, c'est pas très clair, on ne sait pas, est-ce qu'il y a un isolement, est-ce qu'il n'y en a pas, alors est-ce qu'il est contrôlé. Tout ça sera éclairci d'ici la fin de la semaine, puisque nous allons prendre un nouvel arrêté. Avec les membres de la direction opérationnelle, nous avons validé hier soir plusieurs principes qui seront couchés dans ce nouvel arrêté qui ne devrait pas tarder de sortir, et vous serez rassurés sur l'ensemble de ces mesures, dont notamment la fin du couvre-feu. La fin du couvre-feu il devait se terminer le 19. Et bien, il se terminera le 19 à minuit. Donc il n'y aura pas de couvre-feu pour les fêtes de fin d'année, c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de force de l'ordre sur le terrain, qu'on se le dise. Vous continuez donc à gérer conjointement avec le gouvernement cette crise sanitaire, et les choses se passent globalement bien sûr, ça se passe plutôt bien. L'idée qui était quand même la nôtre, que nous avons partagée hier, c'est aussi de façon à ce que la population, que ce soit les entrepreneurs, les commerçants, mais monsieur et madame tout le monde également, puisse savoir où nous allons. Et donc j'ai souhaité hier, avec le président Mapou, que dans l'arrêté puisse paraître en annexe également les mesures qui pourraient être prises à partir de certains taux d'incidence, de façon à ce que les gens s'y préparent, premièrement, et que les gens surtout luttent contre la montée du taux d'incidence. Et pour lutter contre la montée du taux d'incidence, c'est de continuer à respecter les gestes barrières, même s'ils ne sont pas forcément prescrits dans un arrêté préfectoral ou un arrêté conjoint avec monsieur Mapou. Et puis deuxièmement, surtout, qu'on reprenne la vaccination pour celles et ceux qui n'y sont pas allés, puisqu'on est autour de 70% de population vaccinée. Pour autant, il y a 30% des gens qui ne sont pas vaccinés. Et donc, c'est ceux-là qui risquent d'être en danger, ou d'être mis en danger à l'occasion de la possible réintroduction d'un virus au retour des vacances scolaires, ou dans la période entre fin janvier et fin février. On parle de l'abrogation de l'obligation vaccinale. Ça vous semble une bonne mesure, ou ça vous semble dangereux en l'état actuel, sachant qu'il est difficile manifestement d'appliquer de toute façon une obligation vaccinale? L'obligation vaccinale et le sujet de son éventuelle abrogation touchent au cœur des compétences du territoire. Il ne m'appartient pas donc et en aucun cas de me prononcer sur le sujet. L'État a en charge d'autres éléments, d'autres compétences. Pour autant, je ne m'immisce pas dans les compétences des autres. Pour autant, le pass sanitaire est de la compétence de l'État. Je vous assure que le pass sanitaire demeure. Et l'obligation vaccinale pour venir en Nouvelle-Calédonie demeure elle aussi? Mais tant que l'obligation est encore faite ici, c'est son pendant. Et donc, évidemment, nous pouvons la maintenir, puisque aujourd'hui, rien n'a changé. Donc, 3 préalables fixés par le ministre des Outre-mer, mais il a aussi prévu, programmé, avant de rentrer dans le vif du sujet institutionnel, une nouvelle consultation très large de la population calédonienne, plus importante que celle qui avait été lancée cette année. C'est vous encore qui allez vous en occuper, qui allez superviser cette consultation? Comment ça va se passer? Le ministre l'a dit, donc nous le ferons, bien évidemment, et nous le ferons bien. Cette nouvelle consultation voulue et annoncée par le ministre Lecornu n'est pas un vaste chamboule-tout destiné à opposer politique et expression de la société civile, bien évidemment. Donc là, nous allons travailler jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine sur ce que sera ou pourrait être cette grande consultation, de façon à ce que nous fassions des propositions, monsieur le ministre des Outre-mer, et puis évidemment, nous allons le faire en cohérence et en totale transparence avec l'ensemble des acteurs du territoire, que ce soit la société civile comme les élus, de façon à ce que cette consultation serve à tout le monde. Il ne s'agit pas de dire on va faire une consultation comme un contre-pouvoir, pas du tout. Cette consultation, elle doit guider nos idées, elle doit guider le chemin que nous allons prendre, et puis guider les réflexions globales qui vont s'appliquer à nous pour de nombreuses années. Selon quel calendrier est-ce que ça va commencer? On imagine après les vacances d'été des Calédoniens, après la phase présidentielle législative? Alors je pense qu'il faudra les lancer rapidement, parce qu'il y a quand même 3 débats. Il y a le débat
des présidentielles, qui sera suivi du débat des législatives. Mais dans le même temps, il y a ce grand débat qui concerne vraiment la Calédonie et qui, lui, trace la trajectoire pour de nombreuses années. Et donc, nous devons le faire au plus vite. C'est pour ça qu'avec les équipes, nous y sommes mis dès aujourd'hui pour faire des propositions assez rapides au ministre des Outre-mer, de façon à ce que nous puissions aller vite sur ce qui doit faire consensus, afin de pouvoir travailler sur le fond et dans la forme, les institutions, etc., une fois, comme l'a dit M. Lecornu, que un nouveau gouvernement national sera formé, de façon à ce que les paroles soient libres, que les travaux soient proactifs et que nous ayons traité dans l'intervalle l'ensemble des sujets qui font consensus, et il y en a. Nous sommes le 17 décembre, vous allez quand même un petit peu souffler sur cette fin d'année, ou ça va être encore une fin d'année très, très studieuse? Année très studieuse, et on verra si en février j'ai le temps de prendre une semaine de congé. Monsieur le commissaire, merci d'accepter notre invitation. Merci à vous et bonne fête. Merci à vous aussi. C'est la fin de ce magazine Transparence. Il sera rediffusé dimanche soir, juste après notre édition de 17h45. Et dans un instant, vous pourrez le retrouver en audio et vidéo sur le site internet d'RRB. Excellent après-midi à tous. Prochain rendez-vous d'infos à 13h.